Bonjour, on va se présenter d'abord, tout d'abord en fait. Donc Nicolas Bouget, je suis responsable du pôle data chez Ouest France. Donc Erwan Pignol, je suis chez Ouest France depuis 3 mois et je suis responsable de la partie technique, team leader Big Data. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un petit peu comment la data en fait est devenue un petit peu au cœur des enjeux de Ouest France au cours des 2 dernières années. C'est assez récent, on va vous expliquer aussi pourquoi c'est assez récent et effectivement tout ce qu'on a mis en place en fait depuis 2 ans et tout ce qui va être mis en place derrière effectivement avec l'arrivée d'Erwan. Moi, je m'assois, comme je réinterviendrai plutôt en fin de présentation pour parler de la partie technique et d'où est-ce qu'on en est et vers quoi on va. Donc Ouest France, avant de présenter un petit peu les petits chiffres sur Ouest France, je vais quand même rappeler que Ouest France, c'est pas uniquement en fait un seul quotidien. En fait, dans le groupe Ouest France, il y a d'autres quotidiens. On a des hebdos, on a des magazines, on a des radios, des sites de petites annonces. Et du coup, ça fait que ça représente à peu près 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, environ 1500 salariés, même s'il y a d'autres sociétés qui sont un peu dépendantes de nous, ceux qui distribuent les journaux en particulier. Et on a environ un peu plus de 500 000 abonnés, dont 110 000 abonnés numériques. Et depuis juillet, en fait, on a passé la barre des 100 millions, on a plus de 100 millions de visites en fait, mensuelles. Il faut savoir en fait, que depuis 2016, on a vécu une forte accélération du digital. Nos visites en fait, sur le site ont été multipliées par 3. Le nombre d'abonnés numériques aussi a été multiplié par 3. Sachant qu'en fait, que ce n'est pas quelque chose qu'on met avec l'abonnement papier, c'est vraiment qu'il faut payer pour avoir la partie numérique. Donc en fait, on va dire c'est 110 000 vrais abonnés numériques. Face en fait, à cette accélération-là, en fait, il y a 3 ans, la direction un petit peu en fait, s'est posée sur toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir avec ce digital, et en particulier sur l'amélioration de l'expérience client. Du coup, il y a eu une phase d'audit et en fait, la création d'un pôle data avec les enjeux suivants qui étaient de 1, améliorer l'expérience client, 2, vraiment optimiser l'efficacité commerciale, 3, améliorer toute la partie publicitaire, et 4, en fait, aussi la partie data journalisme. Alors, ce qui va nous occuper aujourd'hui, c'est plutôt les 2 premiers points, même si sur le 3e point, on y travaille aussi. Et le 4e point, alors c'est pas notre rôle à Erwan et à moi, on a une équipe de data journalisme au sein de la rédaction qui travaille sur ces aspects-là. Les 3 objectifs du pôle data, ils ont été définis de la manière suivante, c'est qu'en fait, on a déjà un objectif de collecter, connaître. Alors, pas uniquement connaître, parce qu'il a fallu mettre en place aussi, en fait, depuis 2 ans, des outils pour collecter des données qu'on n'avait pas forcément à disposition. Je prends l'exemple par exemple des notifications sur les applications. On avait un outil interne qui ne nous donnait aucune performance, rien. Compliqué derrière en fait, d'optimiser quand on ne connaît rien. Donc en fait, on a installé des outils du marché sur cette partie-là pour pouvoir connaître les performances et derrière améliorer nos notifications. La deuxième brique, c'est vraiment toute la partie développement de l'usage et toute la partie prédiction dont on parlera plus en détail aujourd'hui. Et la 3e partie, c'est d'être toujours dans une démarche de test and learn. C'est hyper important en fait, de toujours tester, pas d'avoir d'a priori au début, et de tester même quand des fois nous on n'y croit pas, le métier y croit, et donc du coup de mettre en place pour voir ce que ça donne. Alors, ces 3 objectifs-là, en fait, ils doivent servir vraiment toutes les strates en fait, de nos lecteurs, ou inscrits, ou abonnés, et pas uniquement nos abonnés. L'objectif, c'est vraiment en fait, effectivement d'avoir une dynamique d'engagement plus forte en fait, avec tous nos lecteurs, et ce, même si c'est des visiteurs anonymes qu'on ne connaît pas, qui viennent de manière régulière sur le site, ou s'il est inscrit mais qu'il n'a pas encore déboursé en fait, pour accéder au contenu payant, ou alors avec nos abonnés qui carrément, en fait, certains en fait, partagent, comme à la manière de Deezer, Spotify et tout, partagent leur abonnement avec 4 ou 5, avec jusqu'à 4 proches. Alors, on a voulu en fait, faire une petite frise en intro, mais on reviendra en, fait, en détail sur la partie infrastructure, c'est Erwan qui reviendra. Et sur la partie en fait, usage, je vais vous détailler un petit peu toutes les étapes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 2 ans, on a déjà en fait, dû travailler sur vraiment la mise en place d'un data lake pour réunir à la fois nos données CRM et nos données d'usage. On a fait ça de manière progressive, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à mettre toutes les données au départ dedans. On a mis vraiment en fonction des cas d'usage, en fonction des besoins, au fur et à mesure des données sur ce data lake, ce qui nous a permis en fait, dès le début de pouvoir répondre à certains besoins et pas d'attendre 1 an avant de pouvoir répondre à ces besoins-là. On a aussi en fait, mis en place de nouveaux outils en fait, pour activer ces données, alors soit par nos sollicitations digitales, ça on l'a fait en 2018, soit en fait, là depuis 2019, on est en train d'évangéliser beaucoup en interne en fait, sur nos données, à la fois en fait, par la mise en place d'écrans en fait, au sein de, alors pour l'instant au sein du siège, mais après au sein des rédactions, pour communiquer autour de ces données, que tout le monde les connaisse, ce qui n'est pas forcément le cas sur nos usages de nos abonnés en particulier.
Et aussi, en fait, via en fait, des outils, pour l'instant, on avait uniquement Business Object, on est en train d'installer Tableau pour en fait, rendre un petit peu nos utilisateurs autonomes dans l'exploration de leurs données, pour qu'ils puissent mettre en fait, derrière en place des actions eux-mêmes, en fait, et pas qu'ils attendent en fait, qu'on leur fournisse toujours des analyses. Depuis 2017, on a du coup en fait, aussi eu pas mal de... On a pu répondre en fait, aux premières demandes de taux d'usage en fait, de nos abonnés. Il faut savoir qu'avant 2017, on ne savait pas en fait, nos abonnés numériques ce qu'ils consultaient, en fait, combien consultaient, à quelle fréquence. On a mis notre première newsletter personnalisée en place aussi en 2017. On a fait pas mal d'actions en fait, pour améliorer l'expérience client en 2018. Et depuis 2019, on est en fait, sur une phase où on est en train de mettre beaucoup de modèles prédictifs en place. On en parlera plus en détail après. En termes d'organisation, du coup, en fait, c'est l'équipe data. On parle vraiment d'une équipe data, même si à l'intérieur de ça, il y a vraiment deux équipes. On est physiquement au même endroit. Donc, il y a l'équipe d'Erwan et la mienne. Et du coup, l'équipe en fait, data métier est rattachée directement à la direction générale. On ne dépend pas d'une direction métier. Elle est composée en fait, de 3 équipes. Deux équipes historiques en fait, qui suivent en fait, la partie données CRM et une autre qui suit toute la partie données d'audience. Et une dernière équipe qui a été créée en fait, plus récemment et progressivement, qui elle s'occupe vraiment de toute l'analyse de l'usage, de toute la partie modélisation et toute la partie optimisation de l'acquisition. Je ne sais pas si tu veux parler un peu de ton équipe aussi. Donc nous, sur la partie technique, on est 7 personnes, enfin moi je suis en plus. Donc c'est un centre de service ASI qui gère le Big Data et le BI. Donc historiquement, c'était d'abord le BI, et puis progressivement, l'équipe s'est enrichie en rajoutant la dimension Big Data. Et donc depuis récemment, il y a 7 personnes à l'intérieur du service. Donc notre objectif, c'est de satisfaire notre client Nicolas. Et comme on est sur les mêmes plateaux, c'est encore plus facile de le faire. Il faut voir que cette démarche en fait, de rapprocher les équipes techniques de métier, c'est quelque chose qui a été initié en fait, sur la partie data au sein de Ouest France. Et depuis, en fait, ça a été, finalement, ça a été mis en place dans d'autres directions où on a rapproché en fait, les équipes métiers des équipes techniques, à la fois pour que les équipes métiers se rendent compte en fait, des contraintes techniques qu'il peut y avoir des fois face à des demandes qu'ils peuvent effectuer, et d'autre part pour que les équipes métiers en fait, techniques sachent pourquoi elles travaillent, quel est l'objectif, et de ne pas avoir l'impression des fois de faire des développements pour soit pas grand-chose ou pas se rendre compte pourquoi ils le font. Donc, comme je le disais, en fait, le premier enjeu, ça a été l'amélioration de l'expérience client. Donc, je vais vous présenter en fait, 2 cas d'usage. Un premier qu'on a mis en place début 2018, qui était en fait, ce que j'appelle le cycle de bienvenue. Il faut savoir que jusque-là, en fait, les abonnés recevaient uniquement en fait, un email de confirmation d'abonnement, rien de plus. Et ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a mis en fait, un cycle d'email pour l'instant, qui en fait, présentait en fait, toutes les offres et produits auxquels il a accès en fait, via son abonnement. Ça a été, pour nos abonnés, c'est vraiment en fait de les fidéliser, enfin, c'est vraiment qu'ils connaissent tous leurs produits, parce qu'on a quand même à l'intérieur en fait, de la composante numérique, on a beaucoup de produits. Il y a à la fois en fait, un journal qui s'appelle Édition du soir, il y a le journal numérique, il y a des accès sur le site, il y a aussi des produits comme Dis-moi tout pour les parents d'enfants de 7 à 12 ans, il y a beaucoup de choses, et la plupart ne connaissent pas tous ces produits. Pour nous, clairement, c'est vraiment développer l'usage et les fidéliser, augmenter du coup leur durée de vie. Notre rôle, le rôle de l'équipe data, en fait, ça a été vraiment de mettre en place tous les indicateurs nécessaires en fait, pour suivre ces cas d'usage. Ça a été aussi de mettre en place une population témoin. C'est pas systématique en fait, dans toutes les équipes de métier de penser à ça, et c'est hyper important pour conclure. Surtout dans un média où en fait, on peut avoir des biais liés à l'actualité. Si on ne met pas de population témoin et qu'on veut faire du avant-après en comparaison, globalement, on part mal et on peut ne pas conclure à la fin. Donc on met toujours en place une population témoin, et c'est à nous d'estimer en fait, la taille de cette population témoin pour mesurer la significativité derrière. Et bien sûr, c'est suivre les résultats. Et ce qu'on demande, en fait, nous, tout le temps, c'est d'être force de proposition. Ce n'est pas juste de livrer les résultats, mais c'est aussi d'aller plus loin en fait, et de recommander potentiellement des actions qu'on pourrait mettre en place derrière pour améliorer ça. Parce qu'en fait, finalement, comme on connaît les données, on sait en fait, aussi comment fonctionnent nos abonnés, et derrière, on est capable de proposer des choses. Les résultats en fait, de ce cycle de bienvenue, alors, il y a eu une première phase de déception qui a été qu'en fait, on n'a pas obtenu plus d'utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on a une part qui n'utilisait pas leur abonnement sur le témoin, et on a la même part sur nos abonnés en fait, qui ont été ciblés par le cycle de bienvenue. Par contre, sur nos utilisateurs, en fait, on a développé à la fois la fréquence, mais aussi l'intensité. Donc ça, c'était la première satisfaction. Mais le plus satisfaisant, finalement, c'est que cette prise de communication avec nos abonnés pendant 1 mois, elle les a en fait, un peu rassurés en fait, dans leur prise d'abonnement, et on a diminué de 35% le nombre de résiliés qu'on avait au bout d'1 mois. On est en train de mettre en place des actions correctives en fait, pour en particulier améliorer le premier point.
Et pour l'instant, c'était uniquement de l'email qu'on faisait. Et là, on fait déjà depuis quelques mois, mais on n'a pas encore fait le bilan parce qu'il y a peu de volume. On est en train de mettre en place en fait, des appels téléphoniques sur les clients qui n'utilisent pas leur abonnement au début. Donc on le fait pendant la première semaine pour vérifier qu'ils n'ont pas de problème en fait, avec je me souviens pas de mon mot de passe, j'arrive pas à accéder à mes services, et que c'est aussi pour ça qu'ils n'utilisent pas et qu'on n'arrive pas en fait, à identifier leur usage. On est en train aussi de personnaliser les cycles. Donc, des personnalisations qui tiennent en compte soit les préférences de communication du client, SMS, email, mais aussi en fait, ils peuvent suivre des communes et on peut du coup en fait, prendre en compte ces préférences-là en fait, pour personnaliser derrière le cycle. L'autre pan d'amélioration de l'expérience client, je le disais tout à l'heure, il fallait qu'on touche toutes les strates. Et la majeure partie de nos clients en fait, qui viennent sur le site, c'est des visiteurs anonymes. Donc on ne les connaît pas, ils ne sont ni inscrits ni abonnés, on n'a aucune donnée nominative sur eux. Le seul moyen d'interagir avec eux finalement, c'est sur le site quand ils viennent. Et du coup, on s'est équipé d'outils. On utilise MyFeedback en fait, pour le site et on utilise notre outil de notification sur la partie application pour, en fonction de ce qu'ils ont fait en fait, au cours de leur visite, alors pas que la visite en cours, mais les visites précédentes aussi, leur proposer des inscriptions ou des abonnements personnalisés. Donc typiquement, quelqu'un qui visite plusieurs fois les pages football se verra proposer soit la newsletter football, soit la newsletter Stade Rennais en fonction des objectifs des équipes métiers. Sur un client qui cogne plusieurs fois des articles payants et qui commence à quitter le site, on va lui proposer en sortie de site en fait, une offre avec un tarif plus avantageux. Sur l'application, on a utilisé ça aussi par rapport en fait, à des événements. Quand on a eu la route du Rhum, on a créé en fait, un opt-in route du Rhum qui a permis en fait, aux clients qui visitaient les pages voiles de pouvoir suivre en fait, de manière plus assidue la route du Rhum, d'avoir plus de notifications sur ce sujet-là. Ce qui a permis à la rédaction aussi de promouvoir beaucoup plus la route du Rhum et de faire plus de notifications. Donc ça, entre guillemets, c'est la personnalisation simple. Et ensuite, il y a la personnalisation qu'on appelle le moteur de recommandation ou la recommandation individuelle, qu'on a mis en place dès 2017, donc avec une société qui s'appelle Mediego. Et du coup, en quoi ça consiste? Alors j'ai vu déjà plusieurs conférences aujourd'hui qui présentaient cette partie-là. C'est ce que fait un peu Amazon, ce que font des Deezer, des Spotify et tout, c'est un mix entre de la similarité d'utilisateur et de la similarité de contenu. Et au final, on va proposer à l'utilisateur, en se basant sur son historique de consultation, on va lui proposer soit des contenus semblables, soit des contenus en fait, que des profils semblables ont consultés. Derrière, quand on a mis ça en place, on a obtenu un gain direct. En fait, on a fait ça sur la newsletter La Matinale. On n'a pas prévenu les lecteurs. On a ciblé au début que 10% de nos inscrits. Et quand on a personnalisé directement, on a observé en fait, plus 40% de clics sur la newsletter qui était personnalisée versus les autres. Ensuite, on est rentré dans une démarche un peu itérative parce qu'on s'est confronté quand même à un respect en fait, de notre ligne éditoriale. C'est-à-dire que quand on personnalise une newsletter, potentiellement, quelqu'un qui voit beaucoup de sport, il peut avoir que du sport. Et derrière, elle s'appelle quand même la newsletter La Matinale. Avoir que du sport dedans et pas l'actualité de la nuit, ça pose souci. Donc en fait, on a commencé en fait, à mettre des règles en disant c'est personnalisé, mais on capte le nombre d'articles sport à 5, on capte le nombre d'articles faits divers à 2, et on a commencé aussi à figer en fait, le premier article qui était vraiment l'actualité de la nuit. Quand il y avait une grosse actualité la nuit, c'était un peu gênant en fait, que ce ne soit pas présent en fait, dans les premiers articles. Donc on a d'autres projets de personnalisation. On a personnalisé aussi en fait, l'espace de nos abonnés en fait, sur le site. On est en train de personnaliser toute la partie notification aussi. Et on va sans doute début 2020 en fait, commencer à personnaliser aussi les services qu'on propose sur le site. Le deuxième enjeu, c'est l'optimisation de l'efficacité commerciale. Donc, cette optimisation, en fait, elle passe par 3 étapes. C'est-à-dire qu'on ne va pas directement à la modélisation, ce qui pourrait être une erreur. On est toujours passé en fait, par une étape d'abord de connaissance, quels que soient les cas d'usage, pour voir en fait, finalement quels sont, en fait, par rapport à un cas d'usage, les leviers qui font qu'un client en fait, va souscrire à une offre ou qui va partir, en fait, qui va résilier son abonnement. Et ensuite, on expose ça au métier, on lui fait comprendre effectivement que c'est tel critère. Il y a des critères complètement logiques, on verra un cas d'usage tout à l'heure. Et ensuite, en fait, on lui fournit des ciblages basés sur quelques critères qu'il peut utiliser. On verra aussi sur une campagne d'appel sortant. Et après, une fois seulement qu'on a fait toutes ces étapes-là, on passe sur la modélisation. Alors, ça a l'avantage déjà en fait, de vraiment faire comprendre en fait, aux équipes métiers que l'apport qu'on peut avoir en termes de data, sans passer en fait, finalement sur un phénomène un peu black box, où la modélisation va prendre en compte 1000 critères et qu'on ne va pas pouvoir lui résumer finalement quels sont les critères qui fait qu'on lui a fourni tel client pour telle opération. Donc le premier cas qu'on a mis en place en début d'année,
On a en fait, je vous l'ai montré tout à l'heure, on a 500 000 abonnés, en fait, dont 110 000 abonnés numériques, ce qui veut dire qu'il nous reste encore 390 000 abonnés papier. Et on a beaucoup d'appels sortants pour appeler nos abonnés papier, pour leur proposer en fait, de passer sur un abonnement papier plus numérique. Et donc, ça fait assez longtemps en fait, qu'on a des opérations sur ce sujet-là. Ça fait environ 3-4 ans. Donc, à l'époque, il n'y avait pas encore tous les ciblages data qu'on faisait. Et on a, en fait, au début, ils faisaient un ciblage assez large. Comme ils font beaucoup d'appels sortants, ils prenaient tous les abonnés papier qui avaient un email renseigné. Donc, ils sont passés sur tous les abonnés. Ils ont obtenu un taux de conversion de 9%, ce qui était pas mal. Et ils ont essoufflé ça. Et en fait, ils ont commencé à repasser sur ceux qu'ils avaient appelés le plus anciennement. Forcément, ça s'est dégradé. Donc là, on est intervenu et en fait, on a commencé par analyser. Et deuxièmement, en fait, on a commencé par fournir des cibles en fait, basées sur les critères qu'on avait trouvés. Alors, c'est des critères assez simples, hein, je les ai mis ici. C'était les clients qui avaient visité le site, qui avaient bénéficié de la place, en fait, qui est notre programme de gratification, qui avaient ouvert récemment une newsletter. Et on leur a fourni ces cibles-là. Et en fait, ils ont observé un taux de conversion de 2 points supérieur, donc de 11%. Le seul souci, c'est qu'en fait, au bout de 6 mois, en fait, on a essoufflé complètement ces cibles, on avait de moins en moins de volume à leur fournir. Et c'est là, en fait, du coup, qu'on a commencé à rentrer dans une démarche où on s'est dit, on va faire en fait des modèles prédictifs. On a hésité à le faire en interne ou en externe, et finalement, on a pris une solution du marché. On travaille avec Inbox sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de sujets en fait, sur lesquels il fallait qu'on fasse des modèles prédictifs, et qu'à chaque fois, ça allait nous prendre beaucoup de temps, sachant que cette équipe-là, en fait, il y a juste 2 personnes qui font de la modélisation. Donc, du coup, il ne fallait pas non plus qu'on sature, parce qu'on a plein d'autres sujets. Du coup, on a travaillé avec Inbox. Donc, il y a eu une phase en fait, du coup, qui était un peu plus longue au départ parce qu'il a fallu que Inbox en fait, nous accompagne sur la construction du data mart, comprenne bien nos données, nos problématiques. On a construit ce data mart là. On a livré en fait, les fichiers en fait, à nos opérateurs d'appels sortants en mai. Et avant de vous montrer les résultats, du coup, on regarde en fait, le modèle. Déjà, en fait, on a trouvé déjà un modèle assez robuste. Donc, avec la courbe en bleu foncé, en fait, qui est la courbe d'apprentissage de taux de conversion, donc qui grimpe bien en fonction des notes. Donc, ça, tout va bien. Et surtout, la courbe en fait, de test, sur la population de test, où finalement elle est assez proche en fait, de la courbe d'apprentissage. Donc ce qui nous justifie bien en fait, que le modèle est assez robuste. Il faut savoir qu'on a fait un autre modèle en fait, sur une autre population, sur lequel on avait beaucoup moins d'historique de données. Et là, pour le coup, on a une vraie différence. Et du coup, pour l'instant, on a décidé d'attendre avant de continuer sur ce sujet-là. Alors, malgré en fait, le fait d'avoir un modèle robuste comme ça, on a quand même voulu en fait, trouver au métier l'apport du modèle. Et du coup, on leur a donné plusieurs fiches. On leur a donné en fait, des clients qui étaient notés 5, des clients qui étaient notés 6, 7 et des clients qui étaient notés 8, 9. Au départ, on leur a même fourni des 2, mais ils n'ont pas appelé au final. Et en termes de résultats, sur les scorés 5 en fait, et les scorés 6, 7, on a obtenu un taux de 9%, ce qui finalement en fait, est à peu près ce qu'on obtenait en fait, déjà en simulation sur le modèle. Et sur les scorés 8, 9, en fait, on a très nettement amélioré le taux de conversion puisqu'on est passé à 14%. Sachant que ces clients-là avaient déjà été appelés par le passé. Donc en fait, on est par rapport au fait, aux 11% observés par le passé, c'est vraiment nettement mieux. Alors, avant de passer à ça, en fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, sur cette partie-là, en fait, en modèle d'appétence et tout, on est en train d'en créer plein d'autres, que je ne vais pas préciser aujourd'hui, mais que la modélisation, en fait, on ne l'a pas réservée qu'à nos clients. En fait, la modélisation, on l'a utilisée sur d'autres cas, donc qui ne sont pas des cas clients, et je vais vous en présenter 2. Le premier, en fait, qui est un modèle en fait, qui est typique de la presse, c'est ce qu'on appelle le réglage de service. Le réglage de service, ça correspond finalement à régler la quantité de journaux qu'on va livrer dans chaque point de vente, donc dans chaque... ça peut être des maisons de la presse, ça peut être en fait des boulangeries, ainsi de suite, chaque jour. Il y a environ 9000 points de vente, et actuellement, ce réglage, il est effectué par ce qu'on appelle des dépôts. C'est des sociétés tierces, qui travaillent entièrement pour nous. Et on a 38, donc ce qui veut dire qu'on a 38 réglages de services différents, donc pas du tout homogènes, et en plus c'est beaucoup plus coûteux puisqu'on le fait 38 fois. Et donc du coup on s'est vraiment fixé un objectif du coup, de réinternaliser en fait, cette compétence-là, ce modèle-là, à la fois en fait, pour optimiser les coûts, mais aussi pour reprendre la main finalement sur ce modèle-là, et pouvoir en fait, vraiment ajuster ce qu'on souhaite entre le taux d'invendu, qui est le nombre de journaux qui nous reviennent, et le manque à la vente, qui correspond finalement en fait, à tous les points de vente qui, à la fin de la journée, n'ont plus aucun numéro. Et sur lequel, du coup, on a un manque à gagner, parce que potentiellement, ils en auraient vendu plus. Donc, je vous ai montré un petit peu sur un des dépôts, justement, la différence entre, en rouge, ce qui est fourni, et en bleu, finalement, ce qui est vendu. Alors, on n'a pas un taux d'invendu énorme hein, par rapport à d'autres quotidiens en fait, nationaux, mais il y a encore de la marge de manœuvre en fait, pour optimiser entre les deux. Donc pour ça, pour le coup, on l'a fait en interne.
En fait, on s'est basé sur les modèles de série temporelle qui décomposent du coup en fait la tendance, la saisonnalité, les résidus. On a pris en compte toutes les données d'historique qu'on pouvait avoir, des données aussi sur les profils des points de vente, des données de calendrier, parce que le calendrier peut avoir un impact très important. Le lendemain, par exemple, d'un jour férié, on fait beaucoup plus de ventes. Et à partir de ça, en fait, on a produit un premier modèle qu'on a livré finalement aux équipes métiers. Ils sont rentrés dans une phase d'observation pour voir les écarts. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, alors certes, on optimise beaucoup mieux, on est très proche en fait de la courbe des vendus, mais du coup, on a un manque à la vente qui est un peu trop élevé. Donc en fait, on est rentré dans un deuxième axe où à la fois, en fait, on est en train d'optimiser pour être un petit peu au-dessus et avoir moins de manque à la vente, et en plus aussi insérer des nouvelles données, parce qu'on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait certains phénomènes qu'on n'arrivait pas à détecter, donc on est en train d'inclure des données météo et plein d'autres données pour améliorer le modèle. Et ça va être un cercle comme ça, en fait, jusqu'à temps qu'on considère que le modèle est satisfaisant pour le mettre en production. Enfin, dernier modèle, alors je ne vous ai pas trop parlé effectivement de notre paywall. Je ne sais pas si vous connaissez le site Ouest France, mais en fait on a ce qu'on appelle un modèle freemium, c'est-à-dire qu'en fait c'est une partie des articles en fait, qui est en payant, c'est-à-dire qu'on n'a pas un compteur, mais en fait il y a certains articles qui sont réservés qu'aux abonnés. Ces articles-là, du coup, c'est en fonction de quelques critères seulement qui sont définis comme payants. C'est des articles locaux qui ont une certaine longueur et qui ont en fait une photo présente. Donc déjà en fait, il y a un an, on a commencé à s'intéresser à ça en se disant quels sont les articles un petit peu qui convertissent. On n'a pas regardé que la conversion, on a regardé aussi parce que ça fidélise nos abonnés existants. Quand ils voient des articles payants, ils se disent ah bah ça au moins il n'y a que moi qui y ai accès. Donc on a regardé un petit peu tous ces indicateurs-là, la lecture des abonnés, l'audience, la conversion, pour voir un petit peu s'il y avait des choses qui ressortaient. On a vu quelques petites choses, mais en fait, de descendre au niveau de l'article, certes, ça rassurait la rédaction. Par contre, nous, en fait, c'était énormément de données et de volume en fait, d'articles à analyser chaque jour. Du coup, en fait, on est remonté à ce qu'on appelle les thématiques IPTC. Donc, les thématiques IPTC, c'est une norme en fait, qui est, je ne sais même plus si c'est nationale ou internationale, en fait, de thématiques et qui nous permettent du coup de retrouver en fait, par catégorie vraiment en analysant en fait, tout le texte et de savoir que cet article-là traite de la voile, par exemple, même si nous, en fait, dans notre site, on n'a pas mis un tag voile et ainsi de suite, c'est vraiment à partir du contenu. Donc on a commencé à remonter là récemment en fait, ces informations-là qui sont beaucoup plus intéressantes et on voit vraiment en fait, des effets par thématique, où on a vraiment beaucoup plus de lecture des abonnés ou beaucoup plus de conversion, et ce qui commence à être assez intéressant, puisque finalement, on partage ça avec les équipes métiers et avec la rédaction, et ça permet en fait, entre marketing et rédaction, de commencer à faire des tests et de se dire, bah tiens, tel article, normalement, il n'est pas payant, mais je vais le mettre en payant pour tester un petit peu et me rendre compte de ce que ça génère en conversion, ou de ce que ça génère derrière en abonnement, en audience, et ainsi de suite. Donc on a fait ça en fait pendant plusieurs mois, et là on est rentré en fait dans un autre process où on a commencé à modéliser. Donc on travaille avec une société externe qui s'appelle Doptim en fait, qui est une petite société rennaise qui travaille avec nous sur d'autres sujets, et on a commencé en fait à prendre en compte toutes les données en fait qu'on avait de caractéristiques d'articles. Alors il y en a certaines qui sont produites par nos propres en fait moyens, parce qu'on a une équipe qui travaille vraiment sur toute la partie banque de contenu et qui fournit en fait, qui catégorise des articles sur un vecteur 100. On a des thématiques IPTC, on a des entités nommées, on a plein de choses. Et donc, de pouvoir en fait définir, est-ce que, quand un article sort, à partir de toutes ces caractéristiques, est-ce qu'il a un potentiel d'abonnement, est-ce qu'il a un potentiel d'audience? Et du coup, en fait, définir non plus avec quelques critères simples, mais définir en fait avec cet algorithme si en fait on doit le mettre en payant ou pas. Donc on est en train de faire ce modèle-là qui va sortir bientôt. On va le mettre en production sur un département pour se rendre compte. Et sur 2 autres départements, on a eu la démarche inverse. On s'est dit, finalement, le critère de 250 articles, de 250 mots, il n'est pas terrible. Et donc, du coup, en fait, on va laisser la main à tous les journalistes pour choisir eux-mêmes, quand ils produisent un article, s'ils considèrent en fait, qu'il doit être mis en payant ou pas. Donc ça, on le fait sur un autre département. Et enfin, il y a un autre département, c'est les équipes marketing qui décident ça, puis en fait, les journalistes, mais les équipes marketing. Donc on va comparer ces trois choses-là, on va faire un bilan. Et ce qui nous permettra derrière, en fait, effectivement, de généraliser pour optimiser en fait, ce paywall. L'objectif, il est clairement en fait, c'est pas d'avoir plus d'articles payants. Actuellement, en fait, on tourne aux alentours de 30-35% d'articles payants sur les articles locaux. Mais c'est finalement en fait, d'avoir les articles payants vraiment à valeur ajoutée et que les autres en fait, soient accessibles à tout le monde. On a vraiment en fait, cette motivation-là en fait, au sein de Ouest France, à savoir qu'il faut quand même que globalement, les contenus restent accessibles à tous nos lecteurs.
mais qu'il y a quand même en fait, des contenus à valeur ajoutée qui nécessitent un abonnement, et que ceux-là, en fait, pour le coup, doivent être mis en payant. Donc voilà sur toute la partie métier. Je vais laisser en fait, à Erwan en fait, le soin de vous présenter toute la partie infrastructure. Alors, au service de tout ça, on a une infrastructure, une solution technique que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, puisque moi je suis arrivé chez Ouest France en juin. Donc je vais vous partager un petit peu mon retour d'expérience autour de ça, sur la découverte, et puis ce qu'on a envie de mettre en place, parce que quand il y a du changement, il y a de personnes, il y a aussi des changements sur les solutions. Un des premiers points, c'est la proximité. Moi, je vais quand même le répéter, mais la proximité avec les équipes métiers, c'est on est sur les mêmes plateaux. Et dans l'équipe métier, il faut considérer qu'il y a quand même des personnes qui font du développement Python, qui font du machine learning. Donc ça, c'est côté métier. Nous, côté technique, ce qu'on attend de nous, c'est d'industrialiser des chaînes de traitement, soit pour récupérer de la data qui est dans le système d'information, soit pour récupérer de la data qui est à l'intérieur de Google Analytics. Faire en sorte que ça tourne bien, que ça tourne tous les jours, que si jamais il y a un problème, que ce soit remis en place rapidement, et de faire ça proprement avec en essayant de suivre l'état de l'art du développement. Donc c'est ça qu'on attend de nous. Il y a aussi l'exposition. Donc là, je vais essayer de parler de ça. Donc en fait, au niveau de la data, l'équipe s'est construite progressivement. Il y a un historique BI qui est très ancien, qui est à part, mais ça fait partie des ambitions qu'on a aujourd'hui d'essayer de les rapprocher. Donc il y a eu la mise en place d'un data lake en 2017. Il y avait déjà des expérimentations auparavant. Le côté big data, c'est depuis 2015 chez Ouest France que ça discute, ça réfléchit, ça POC. Mais depuis 2017, c'est sérieux et en prod. On s'appuie sur une solution Hortonworks en version 2.6.1. Avec quelques patterns principaux que j'ai essayé de détailler là, enfin, mettre simple. C'est-à-dire que la plupart des traitements sont réalisés au travers de Hive. On utilise Hive comme ETL, on fait un petit peu de Spark. Les métiers aussi peuvent utiliser Spark. La partie HBase, on a mis en place du HBase pour finalement stocker des documents quand le modèle HDFS Hive qui ne permet pas l'update, enfin qui ne permet pas les primary keys ne correspondent pas. Donc on a un petit peu de HBase. Le retour sur HBase n'est pas super génial au niveau de l'équipe technique. Donc on réfléchit à ce qu'on doit bouger là-dessus. Et puis en fait, là, au niveau de la structuration de la data, ce qui a été mis en place, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 couches d'accès à la donnée. Il y a une couche qu'on appelle DB brut, c'est-à-dire la donnée brute. Donc l'idée, c'est de ramener dans le data lake, en essayant d'opérer le moins de transformations possible, d'essayer de ramener la donnée du système d'information qui viennent de Google Analytics ou d'autres systèmes. Donc, je vais en reparler un petit peu après, mais ça, on appelle ça le brut. Théoriquement, les métiers n'auraient pas vocation à aller dans le brut, parce que c'est finalement la copie ou l'image de l'historique des datas. On va retravailler ça au travers de Hive pour l'amener dans du consolidé. Et là, dans le consolidé, là, c'est là où on va faire des agrégations, des comptages, on va rapprocher des données les unes avec les autres. On va rapprocher le monde de l'analytics et puis le monde des abonnés et des clients. On va rapprocher aussi au monde des articles et de l'éditorial dont on a parlé tout à l'heure. Donc normalement, on fait ça au travers du consolidé. Et le consolidé, c'est plutôt ce qu'on a vocation à mettre en exposition à notre équipe métier. Donc là, je ne sais pas si vous percevez, dans la présentation de métier, il y a plusieurs couches de métier. C'est-à-dire, moi, je parle de mon métier, il est là. Mais lui, il parle de son métier qui est un autre, en fait. Donc, moi, mon métier, c'est Nicolas. Et donc, le but, c'est de leur exposer au travers de la base de données consolidée, leur montrer les datas, qu'ils puissent travailler dessus, qu'ils puissent les utiliser pour créer des modèles, pour créer des ciblages, enfin, tout ce qu'ils veulent au travers de ça. Et puis, quelquefois, il y a des données qu'on va vouloir exposer plus au reste de l'entreprise, parce que finalement, on a créé une valeur, on a créé... alors soit au travers de modèles, soit au travers d'agrégation, soit au travers de tout ce qu'on veut. Et là, on parle d'exposer. Et donc ça, l'idée, c'est de mettre à disposition d'autres clients dans l'entreprise des données issues du data lake et qu'on va parler d'exposer. Donc concrètement, ça donne à peu près ça au niveau du schéma d'archi. Donc Ouest France s'appuie sur Google Analytics pour récupérer toute la donnée d'audience. Donc on récupère au travers de Google Analytics tout ça. Il y a au travers de Data Studio, les métiers, une partie de l'équipe de Nicolas fait déjà des travaux directement dans Data Studio et fait déjà tout un reporting autour des usages de Ouest France, des sites web, des applications, sans avoir besoin du data lake. C'est déjà dans le monde de Google, on peut déjà faire pas mal de choses, mais on les récupère au travers de BigQuery, on les récupère dans le data lake et puis on va vouloir les exploiter. Alors,
On va les exploiter parce que dans le système d'information, il y a la partie article, donc on va aussi aller récupérer les 20 millions, c'est ça? Plus 35, bon, les 35 millions d'articles, avec tout l'historique, les 35 millions d'articles de Ouest France. Donc que le métier va essayer d'utiliser, il va rapprocher. Alors évidemment, dans le live, il y a le rapprochement avec l'audience, mais il y a aussi tout le travail sur l'historique des articles qui peut être utilisé. Donc il y a les articles, il y a les abonnés. Donc au travers du data lake, on va réunir la donnée d'audience, qui est réellement big data, la donnée d'article, bon, quelques millions, enfin quelques dizaines de millions, et puis d'autres informations, et on va réunir tout ça. Donc ça, c'est le data lake. Il préexistait à côté la partie BI, donc, dont je parle parce que quelque part, on a envie un petit peu de casser la frontière. Donc, côté BI, ça fonctionne un peu différemment, c'est-à-dire que on s'appuyait sur Data Stage, on s'appuie sur Data Stage comme ETL, donc pour récupérer toutes les données dans le système d'information. On parle de milliers de rapports, donc de tables, beaucoup de tables qui sont dans le SQL Server qui sont préparées pour les rapports avec Business Object. Donc là, on a une équipe dans le centre de service, on a une séparation, il y a 7 personnes. Il y a 2 personnes qui travaillent en gros pour la partie BI, 4 pour la partie Big Data, et puis il y a un leader, on va dire, du centre de service qui est capable de faire les deux, qui peut faire du Big Data et du BI. Et qui pilote un petit peu tout ça. Sur la partie BI, donc l'historique, c'est que finalement, au travers de Business Object, on met à disposition des métiers. Les métiers qui font de la BI et les métiers qui font du Big Data, enfin qui exploitent le data lake, c'est pas tout à fait les mêmes. Il y a peu de passage de l'un à l'autre. Donc c'est un petit peu le constat à date. Sur la partie data lake, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que je parlais de modèles machine learning, etc. Les métiers utilisent Zeppelin, enfin nos métiers, Zeppelin ou RStudio pour accéder à la data et puis faire leurs analyses et travailler sur leur modèle. Donc quand une société comme Inbox, enfin pas Inbox, mais plutôt Doptin ou d'autres sociétés ont besoin de travailler sur nos data, notre postulat c'est de dire on ne veut pas leur donner un accès à la donnée. Voilà, on veut leur donner un accès qui ne leur permet pas de sortir la donnée de Ouest France. Donc on utilise Zeppelin pour ça. C'est-à-dire qu'on crée des accès Zeppelin pour l'externe, pour qu'ils puissent accéder à la donnée en venant chez nous finalement et préparer des modèles et puis ensuite nous livrer les modèles. Voilà, ça la nouvelle étape qu'on cible. Alors quelque part, le constat, c'est que comme souvent, on a été drivé par des enjeux métiers. C'est-à-dire que le métier tire des besoins et on va vite. Donc dans la technique, alors on met en place une première version et puis on a été tiré, il faut justifier, il faut avancer. Donc ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu d'upgrade technique sur le cluster. On a pris un petit peu de retard. Donc on se pose la question un petit peu de notre stack technique et l'opportunité de migrer en version 3 de Hortonworks. Donc ça c'est un des sujets parce que on a quelques problèmes de bugs sur Zeppelin, c'est un certain nombre de choses. Et puis parce que le Hadoop 3 et puis Hive 3 amènent des fonctionnalités supplémentaires qui nous intéressent. Donc on a envie d'expérimenter. Donc il y a cette partie-là sur la mise à niveau de la stack technique. Et puis il y a un côté frontière BI Big Data qui existait et qu'au travers de l'introduction de Tableau, on va déjà casser. C'est-à-dire que Tableau va permettre de se connecter à notre SQL Server et puis consommer des données qu'on a déjà ramenées du système d'information pour plein de choses, et aussi se connecter via Hive à l'ensemble du data lake. Donc au travers de Tableau, on va déjà casser un petit peu la frontière, donc ça c'est un des trucs qui nous intéresse, c'est dans la stratégie. Et puis il y a aussi le côté séparation au niveau des équipes techniques, c'est-à-dire que encore il y a pas longtemps, on n'invitait pas les gens qui font de la BI à la mêlée du Big Data, et au niveau technique, et on a dit finalement on fusionne, on fait une seule équipe, on va faire un seul backlog, on va faire une seule mêlée pour tout le monde, et on se met vraiment ensemble. Donc ça fait un petit peu partie des nouveautés. Ensuite, à l'intérieur de la stack, HBase, il a un rôle, alors je ne sais pas si on l'utilise pour les bonnes raisons, en tout cas on l'utilise surtout pour sa vocation de clé primaire. Il y a une solution Elasticsearch qui nous intéresse aussi, qu'on pourrait utiliser, qui permet du search, qui permet aussi de récupérer facilement les informations, les documents. Donc on se dit dans une stack Big Data moderne,
Elasticsearch a sûrement sa place. En tout cas, on y voit pas mal d'usages possibles. Je parlais de Hive 3 aussi qu'on va regarder. Et puis, il y a un des trucs sur lequel qui va avec un peu la montée en maturité du métier, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, au départ, audit, analyse, etc., livraison de documents, de fichiers, bon, là, on est en train de passer à l'étape où maintenant, ils livrent des modèles. Donc, il va falloir les mettre en production. Donc là, on passe à l'étape où, en fait, bah oui, on a un modèle scikit-learn ou TensorFlow ou je ne sais quoi, qui va falloir mettre en production avec une API qui va devoir tourner bien, quoi. 24/24. Et donc là, au niveau de l'équipe, on est parti plutôt sur Python, parce que les métiers font du R et du Python. Et pour la partie Indus, Python, c'est mieux. Et donc, enfin, en tout cas, c'est notre avis. Donc, on est parti plutôt sur Python pour industrialiser les API de machine learning. Donc, on va les faire rentrer dans la chaîne CICD, la chaîne d'intégration continue qu'il y a pour le site web et pour la plateforme numérique de Ouest France. Et on va s'appuyer sur cette chaîne-là pour mettre à disposition, au travers d'API qui seront dans finalement Docker, Kubernetes et toute etc., qui vont être exposés au métier. Donc ça, c'est une des parties au métier ou au système d'information plutôt. Et puis aussi, il y a autre chose sur laquelle on va insister, c'est toute la côté exposition. C'est-à-dire que c'est vrai que la partie exposition des données, au fur et à mesure où on crée de la valeur avec le data lake, c'est la partie qui augmente. Donc il faut qu'on revoie un petit peu notre manière de travailler au niveau de l'exposition des données, c'est-à-dire tout ce qu'on va exposer. Il n'y a pas forcément tout le temps des modèles dessus, quelquefois c'est simplement le fait d'agréger quelques informations les unes avec les autres, c'est ça qui crée la valeur. Et c'est là-dessus qu'on va devoir travailler un petit peu pour voir au niveau de l'exposition ce qu'on peut faire. Donc on va accélérer un petit peu. Au niveau du schéma, bon, ça donne une vision un peu fonctionnelle. Mais en tout cas, dans l'esprit, l'idée, c'est de dire on casse la frontière BI technique. Au travers de Hive, on voudrait faire de la query federation au-dessus du SQL Server. Donc il y a la partie tableau qui peut se connecter aux deux. Mais même nous, au niveau des traitements big data ou des traitements métiers, on voudrait pouvoir donner la capacité à fédérer, à joindre des tables qui sont issues du monde Big Data et du monde SQL Server InfoCentre. Donc ça fait partie des choses qu'on va mettre en place, qu'on va tester. Alors je ne sais pas si il y a plusieurs solutions qui peuvent être utilisées. Donc on a pensé à Hive au travers de Apache Calcite. Mais enfin, il y a peut-être d'autres solutions, donc on va regarder ça. Et puis voilà, ça résume un petit peu notre vision. Donc là, aujourd'hui, à date, je fais un parallèle avec la présentation où certains sont peut-être allés pour UIRIS, où en fait on parle d'industrialisation de la donnée. Nous, sur la partie de la data, sur la partie technique et sur la partie métier, on est un petit peu dans le même esprit, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même une phase, oui, il faut prouver, il faut découvrir, au travers de l'étape de découverte, il y a plein de choses qu'on fait, il y a des choses qu'on réussit, d'autres qu'on rate, puis à un moment donné, on a commencé à prouver. Et là, il faut industrialiser parce qu'il ne faut plus se louper, quoi. Donc là, on est un petit peu dans cette phase-là où maintenant, il y a des choses qui sont en prod, il faut que ça tourne, quoi. Donc ça veut dire industrialiser un certain nombre de process, industrialiser nos devs. Ça peut être aussi un peu des révisions des compétences au niveau des techniques. C'est-à-dire que là où on faisait du script, là où on faisait des choses un petit peu du shell ou des machins, bon, ça se teste pas bien, ça passe pas très bien en chaîne CD, etc. On va peut-être passer à d'autres étapes. Donc c'est autour de ça qu'on a des travaux dans l'équipe technique. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Pour appuyer un petit peu avant les questions, en fait, pour appuyer un peu ce que disait Erwan, c'est que c'est vrai qu'on n'était pas forcément, on va dire, attendu par les équipes métiers il y a 2 ans. Et finalement, on est allé les chercher par des cas d'usage, on est allé les chercher en fait par certains sujets, on leur a montré notre valeur ajoutée et bon, je ne vais pas dire que c'est le revers du bâton, mais finalement, on a créé le besoin et finalement, on est un peu rattrapé par effectivement des choses qu'on n'a pas industrialisées, qu'on n'a pas forcément optimisées et qui maintenant, en fait, on se retrouve à devoir les optimiser de manière plus rapide. Alors c'est très bien hein, parce qu'en fait du coup ça montre la valeur ajoutée et tout, mais c'est vrai que du coup en fait finalement on s'est mis la pression nous-mêmes, mais bon en même temps c'est toujours gratifiant en fait de voir en fait effectivement que ça a pris. Donc voilà. Donc je sais pas si vous avez des questions. J'ai vu qu'on est allé, enfin moi je suis allé un peu vite, mais donc n'hésitez pas en tout cas s'il y a des questions maintenant ou après à venir nous voir.